Voilà, bah écoutez, bonsoir à tous. J'espère que je vais parler un petit peu plus fort. J'espère que vous m'entendez bien, tout de même correctement, car moi, dans l'autre sens, j'ai pas entendu l'introduction. Donc, merci pour votre invitation. Je suis content d'être avec vous ce soir à distance pour aborder le thème des critères diagnostiques dans la maladie de Parkinson. On va voir des intérêts pratiques, puis aussi quelques perspectives. C'est vrai que dans les maladies neurodégénératives, chaque maladie neurodégénérative a ses critères diagnostiques, vous le savez. Ces critères, ils ont évolué avec le temps, ils se sont beaucoup affinés dans de nombreuses maladies, et c'est le cas notamment dans la maladie de Parkinson. Alors c'est vrai que quand on considère des critères, c'est souvent une longue liste, peut-être parfois un peu rébarbative, et peut-être que dans la pratique, les collègues médecins, quel que soit le pays, ne les utilisent pas toujours. C'est des critères internationaux parfois, la plupart du temps, euh, maintenant, et on les considère parfois comme pas très pratiques. Je vais essayer de vous démontrer que dans le cadre de la maladie de Parkinson, ces critères peuvent avoir un intérêt. Est-ce que c'est correct pour le son? Oui? Je n'ai pas de retour, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, professeur Luc Dufab. C'est bon, D'accord, donc je on continue. vous Donc entend. là, c'était Oui, oui, continuez. ma diapositive de lien d'intérêt. Alors, les définitions de la maladie de Parkinson, on peut aussi considérer qu'elles sont multiples, parce que finalement, il n'y a pas qu'une maladie de Parkinson, il y a des maladies de Parkinson. Ah, bien entendu, la clinique, on va le voir, reste quelque chose d'essentiel pour définir une maladie de Parkinson. On a aussi l'anatomopathologie, qui a bien sûr le dernier mot, qui permettrait de le prouver définitivement, mais qui, dans la pratique, dans cette pathologie, n'est tout de même pas tellement souvent faite, sauf dans le domaine de la recherche. Il y a des définitions d'ordre génétique, puisque vous le savez, les formes génétiques sont extrêmement nombreuses. Il y a les formes toxiques aussi, qui peuvent intéresser notamment les agriculteurs. Et puis, il y a un bon nombre de cas où elles sont sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux, il n'y a pas de cause toxique connue. Et finalement, ça reste aussi les formes les plus fréquentes. Et puis enfin, on peut distinguer aussi, vous le savez, la maladie de Parkinson des syndromes parkinsoniens atypiques. Et les conséquences en termes de définition, elles sont importantes parce que ça a des conséquences souvent pronostiques, de prise en charge peut-être un petit peu moins, mais aussi des conséquences d'ordre thérapeutique, notamment quand on distingue maladie de Parkinson d'autres syndromes parkinsoniens dégénératifs. Donc, le diagnostic final, il est neuropathologique. Vous voyez ici les principales images que l'on peut observer, la dépopulation neuronale du mésencéphale, les corps de Léwy, très classique, la dépopulation neuronale, les neurites de Léwy et puis le dépôt d'alpha-synucléine au sein des corps de Léwy. Et la définition neuropathologique de la maladie de Parkinson, c'est la présence de corps de Léwy, de nérites de Léwy dans les noyaux pigmentés du tronc cérébral et associés à cette perte neuronale. Dans le domaine génétique, vous le savez, elles sont de plus en plus nombreuses. Là, c'est un tableau initial, mais qui a été largement maintenant enrichi avec des formes donc autosomiques dominantes, des formes autosomiques récessives, que l'on voit ici sur ce tableau, ces formes autosomiques dominantes, notamment la forme L2RK2, que vous connaissez bien dans votre pays, car elle est assez fréquente. D'autres formes où le caractère autosomique dominant n'est pas complètement confirmé. Et voyez ici le phénotype, c'est intéressant. Bien souvent, le phénotype est assez typique d'une maladie de Parkinson. On ne va pas différencier une forme de l'autre par rapport à la clinique. Dans d'autres cas, par exemple dans Parc 1, mais qui est une forme assez rare, on sait que la démence est plus fréquente. Et puis, vous voyez, la liste, elle est très longue. Là, j'ai repris ces tableaux du chapitre des aspects génétiques qui a été présenté par Mathieu Annam dans le livre consacré à la maladie de Parkinson qui a été publié il y a 2 ans. Il y a les formes aussi autosomiques dominantes, notamment la première, hein, par quoi la forme juvénile précoce par 2 avec une symptomatologie dystonique prédominante. Je passe sur ce tableau, il pourra vous intéresser si vous souhaitez le diaporama. C'est pour faire la distinction entre ces principales formes en tenant compte de l'âge de début notamment, une sorte d'arbre décisionnel. Alors, les critères diagnostiques, finalement, ils sont restés dans la maladie de Parkinson, ils le restent encore
essentiellement cliniques, même si ces critères, notamment les critères de la United Kingdom Parkinson Disease Brain Bank, a reposé bien sûr sur une analyse neuropathologique qui permettait de confirmer ou non le diagnostic à long terme. Et ce sont les critères de Hughes de 92 qui ont été révisés en 2001, vous voyez, ça fait maintenant plus de 20 ans, et puis les critères de Gelb. C'est intéressant de les revoir rapidement parce qu'ils ont planté le décor, même si maintenant on peut les considérer vraiment comme tout à fait obsolètes, mais finalement, ils ont tenu la dragée haute pendant longtemps, jusque 2015. Alors, si on reprend ici les critères de Hughes, eh bien, on voit que l'étape initiale qui reste vraie dans les nouveaux critères, c'est bien sûr qu'il existe un syndrome parkinsonien. La bradykinésie reste le maître symptôme du syndrome parkinsonien. J'insisterai sur les différentes diapositives suivantes, uniquement sur les éléments en vert. Vous voyez là déjà, ici, il y a quelque chose qui est peut-être plus atypique, c'est l'instabilité posturale, mais on sait que l'instabilité posturale, dans la maladie de Parkinson, c'est un signe tardif. On n'a pas d'instabilité posturale précoce. Dans les nouveaux critères, cette notion de chronologie, de date d'apparition est maintenant mentionnée. Dans les critères d'exclusion, il y avait également une longue liste qui avait été proposée à l'époque, mais certains maintenant n'ont plus vraiment raison d'exister. Bon, les aspects documentés d'encéphalite, l'existence d'antécédents familiaux, un antécédent familial de maladie de Parkinson, de syndrome parkinsonien, n'exclut plus du tout maintenant le diagnostic de maladie de Parkinson. C'est la même chose pour le syndrome démentiel. Et puis, vous voyez, là, on introduisait la notion de résistance à la L-DOPA à forte dose, mais sans définir de dose ni de durée de traitement. Et ça, je pense que dans la pratique, c'est un élément important. Je reviendrai dessus. Enfin, la troisième étape, c'était les critères évolutifs. Alors là, c'est des choses très classiques qui permettaient de poser le diagnostic de maladie de Parkinson, la triade, l'évolution progressive, la symétrie, et puis surtout la sensibilité à la L-DOPA et l'apparition de dyskinésie. Alors ensuite, il y a eu les critères de Gelb qui reprennent finalement un certain nombre d'éléments un peu comparables, toujours la triade parkinsonienne asymétrique. Et puis là, d'emblée, ils mettaient en évidence dans le groupe B des symptômes qui suggèrent un diagnostic différentiel. On les reverra dans les nouveaux critères après, mais vous voyez déjà, là, il y a un élément qui n'a plus vraiment de raison d'être, c'est cette notion de freezing précoce, parce que le freezing de la marche, ça peut être parfois un petit défaut d'initiation de la marche, et qui est limité. Et finalement, quand on le recherche, eh bien, on peut parfois l'identifier un peu plus précocement qu'on pourrait le penser. Et donc, la notion de freezing de la marche, signe tardif de la maladie de Parkinson, ça n'est pas toujours vrai, même dans des formes authentiques de maladie de Parkinson. Hegel proposait ensuite 3 niveaux de diagnostic, forme possible, probable, forme définie ici à la neuropathologie, et puis en fonction de la présence d'un certain nombre de critères de catégorie A et de l'absence de critères de catégorie B, et de nouveau cette notion de sensibilité à la dopathérapie. Alors, la valeur des critères diagnostiques, eh bien, on voit que pour les critères de Hughes, avec l'évolution de ces critères, la valeur prédictive positive et la sensibilité ont été grandement améliorées, mais néanmoins, il y avait des faux positifs, on les connaît, ces faux positifs. On porte à tort le diagnostic de maladie de Parkinson, puis il s'agit d'une atrophie multisystématisée, d'une paralysie supranucléaire progressive ou d'un syndrome parkinsonien vasculaire. Et dans certaines de ces formes, parfois lentement évolutives, au début, on dit maladie de Parkinson, mais en fait, l'évolution plaide ensuite pour une AMS avec une dysautonomie, par exemple, la PSP avec les chutes et l'ophtalmoplégie, et puis le syndrome parkinsonien vasculaire qui prédomine surtout dans les membres inférieurs. Alors, vous voyez, quand on refait de la littérature, chacun y a mis un peu sa sauce en termes de critères, et pendant longtemps, il n'y a pas eu de critères internationaux vraiment reconnus. Et ça, c'était tout de même une faiblesse dans le domaine d'une pathologie qui est tout de même extrêmement fréquente dans de nombreux pays du monde. De plus, il y avait des limites sur notamment l'intensité de certains signes qui n'étaient jamais définis, notamment pour la dysautonomie. C'était présent ou pas présent, mais on sait bien que c'est plus subtil que ça. Quel type de symptômes, quelle est leur intensité et à quel moment ils apparaissent. Pourquoi exclure les antécédents familiaux? On l'a déjà évoqué. Et puis surtout, on n'évoquait pas du tout les signes non moteurs. Et vous le savez, les signes non moteurs de la maladie sont relativement fréquents. Puis il y avait aussi la notion de critères de démence et de délai d'apparition qui étaient mentionnés. Alors, ces nouveaux critères, bon, ils commencent un tout petit peu à dater, 2015, mais je sais que dans la pratique, en discutant avec des collègues, même dans des centres experts, je me souviens qu'en 2016-2017, certains collègues
tu es passé un peu à côté de ces critères. Bon, on les avait lus rapidement, mais en tout cas, ne les appliquez pas. Maintenant, et dans les essais thérapeutiques, même dans les années 16-17, eh bien, c'était toujours les vieux critères de Hughes. Maintenant, là, vous voyez, pas depuis très longtemps, depuis un an ou deux, maintenant, à chaque fois qu'il y a un essai thérapeutique, eh bien, dans l'essai, on demande que soient appliqués les critères de la Movement Disorders Society, que l'on va donc revoir ensemble. Alors, on verra que ce sont essentiellement des données cliniques, mais pas uniquement. Il y a des critères, des caractères positifs et des caractères négatifs, donc ça on le verra, notamment des critères d'exclusion et des drapeaux rouges. Puis on verra que ces critères, ça qui sont intéressants, sont pondérés. Il y a la notion de durée d'apparition des symptômes et de timing. Et puis la démence n'est plus un critère d'exclusion. Hein. Si la démence apparaît précocement, eh bien on dit que c'est une forme de type Cordelévi. Et puis on commence, comme dans la démence à Cordelévi, comme dans d'autres pathologies, à introduire tout de même des examens complémentaires. On le verra, l'imagerie fonctionnelle, la scintigraphie au DAT-scan, le PET à la fluorodopa, la scintigraphie MIBG, et puis aussi des tests olfactifs. Là, on est à la limite de la clinique. Alors, bien entendu, là, je ne vous apprends rien. On reste bien sûr sur d'abord la présence d'un syndrome parkinsonien, c'est-à-dire une bradykinésie plus un tremblement de repos ou une rigidité. Mais vous voyez là, la bradykinésie, maintenant, on affine un peu la définition. Il ne s'agit pas de dire simplement que c'est une lenteur, hein, une pauvreté du mouvement, mais ça doit être une lenteur du mouvement et un décrément de la vitesse ou de l'amplitude, ou alors, vous voyez, des hésitations ou des enrayages. Vous voyez déjà cette notion d'enrayage qui apparaît dans la définition de la bradykinésie. Et on doit se référer au sous-score de la partie 3 de l'échelle MDS-UPDRS sans qu'il y ait de cut-off. Alors, je vous rappelle ici cette échelle uniquement là pour le tapotement des doigts, mais c'est vrai pour ouverture, fermeture de la main, mouvement alternatif rapide ou tapping au membre inférieur. Il faut effectuer le mouvement 10 fois ample et rapide. Et vous voyez donc pas de cut-off, donc ça peut être un niveau 1, 2, 3 ou 4. Et vous voyez que c'est un petit peu long à lire, mais la forme minime, c'est un rythme régulier, mais une ou deux interruptions, ou hésitation, ralentissement minime, ou l'amplitude diminue à la fin des dits tapotements. Et en fonction du nombre d'interruptions ou du moment où la cadence commence à ralentir, eh bien, on va pouvoir dire que c'est un niveau 1, 2, 3 ou 4. Alors, on va le voir sur cette vidéo. J'espère qu'elle passera bien. Vous voyez, le patient fait les mouvements de pince pouce-index. Eh bien, vous voyez, déjà, ça ralentit un peu, mais on va voir le caractère asymétrique. Et vous allez voir qu'à gauche, eh bien, d'emblée, l'amplitude se réduit très rapidement. On voit apparaître les petits enrayages symétriques. Chez un patient qui a un faciès un peu inexpressif, on fait les 3 manœuvres, pince, pouce, index, mouvement de fermeture, d'ouverture de la main. Là, on voit bien la grande différence entre la droite et la gauche. À gauche, c'est un niveau 3. D'emblée, les mouvements sont ralentis. Parfois, chez certains patients, il y a une dissociation entre certains mouvements qui sont encore bien effectués et d'autres plus difficiles. On voit que c'est le cas pour les mouvements alternatifs rapides. Vous voyez, ici, c'est pratiquement côté A4 du côté gauche. Et au niveau des membres inférieurs, il y a 2 épreuves. Je vous rappelle ces 2 épreuves. L'épreuve de tapping de l'ensemble du pied sur le sol, de monter la jambe et de frapper de façon rapide et répétée. Et puis, ce qui est plus sensible, c'est le fait de battre la mesure à droite. Là, c'est pas trop mal. Et puis, à gauche, on va voir le ralentissement qui est tout de même beaucoup plus évident. Donc, il y a 3 niveaux de critères. Donc, le critère essentiel, c'est bien sûr la bradykinésie, on vient de le voir, selon les critères de l'échelle MDS-UPDRS. Et puis ensuite, il y a 2 niveaux de diagnostic. Il y a un diagnostic établi, donc assez fort, et un diagnostic probable. Le diagnostic établi, on le verra, c'est s'il y a, en plus de ce critère essentiel qu'on vient de présenter, au moins 2 critères positifs. Pas de critères d'exclusion, pas de drapeau rouge. Donc, on est assez rigoureux et strict sur ces éléments. Et en cas de diagnostic probable, c'est un peu plus long à lire, mais vous verrez que c'est assez sensé et intéressant. Pas de critères d'exclusion, ça reste vrai. Et là, il peut y avoir des drapeaux rouges. Mais les drapeaux rouges, ils doivent être compensés par la présence de critères positifs. C'est-à-dire que s'il y a un drapeau rouge, eh bien, il faut qu'il y ait au moins un critère positif en balance. S'il y a 2 drapeaux rouges, il faut qu'il y ait 2 critères positifs en balance.
et s'il y a plus de 2 drapeaux rouges, et pas plus de 2 drapeaux rouges, pardon, sont acceptés pour poser le diagnostic de forme probable. Alors, on va revoir ces critères, et c'est là qu'on va voir vraiment l'aspect pratique dans votre expérience personnelle, au début, lorsque vous voyez un patient au début de la maladie, et puis dans le suivi, dans les mois qui suivent. Ces critères positifs, on l'a vu, sont au nombre de 4. Et le premier, c'est la réponse positive au traitement dopaminergique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on documente dans le dossier, à l'examen clinique, une amélioration franche de l'état moteur avec le traitement dopaminergique. Alors, c'est-à-dire amélioration marquée lorsque les doses sont augmentées, ou inverse, parfois aggravation lorsque les doses sont diminuées. Et vous voyez qu'on fait apparaître un pourcentage d'amélioration qui doit être au moins de 30% sur l'échelle MDS-UPDRS. Autre façon de prouver le bénéfice, mais là c'est déjà un stade un peu plus évolué, c'est quand apparaissent vraiment des fluctuations franches, des phénomènes off, mais des phénomènes de fin de dose. Donc vraiment, ces fluctuations témoignent de l'efficacité du traitement ou parfois de la perte d'efficacité. Deux autres critères positifs, c'est les dyskinésies induites par la L-DOPA. Et enfin, troisièmement, c'est un tremblement de repos. Donc, vous voyez que dans les critères positifs, sur ces 3 premiers, il y a déjà une notion de nécessité d'un certain recul évolutif pour bien confirmer la bonne dopa-sensibilité, et puis l'apparition de dyskinésie qui reste vraiment un élément fort du diagnostic. Le quatrième critère, alors voilà ici un exemple, vous connaissez ça, de dyskinésie. Donc vous voyez les mouvements ça a commencé choréiques. Progressivement ou brutalement? Progressivement. Vous voyez, du tronc. Et en général, le matin, vous avez des mouvements comme ça? Du cou. Moi. Des membres supérieurs. Et puis aussi. Et ça ne vous crée pas trop de si, ça vous. Voilà, avec des pertes d'équilibre. Donc ça, c'est assez typique. Et puis on va voir bien sûr le tremblement de repos, qui est si classique dans la maladie de Parkinson. On peut rappeler qu'il y a des formes de maladie de Parkinson où il n'y a pas de tremblement de repos qui disparaît au maintien d'attitude. Pendant très longtemps, on peut avoir des formes akinétorigides sans tremblement. Alors, le quatrième critère, eh bien, c'est la présence d'un déficit de l'odorat ou d'une dénervation sympathique par la scintigraphie ou MIBG qui traduit l'atteinte post-ganglionnaire qu'on peut observer dans la maladie de Parkinson. Pour rappel, dans l'atrophie multisystématisée, on n'a pas d'anomalie à la scintigraphie au MIBG. Alors maintenant, les critères d'exclusion. Donc, on l'a vu, ces critères, ils excluent, par définition, le diagnostic de maladie de Parkinson. Alors là, on revient sur des éléments, finalement, qui avaient déjà été mentionnés sur des critères plus anciens. C'est le syndrome cérébelleux en faveur de l'AMS, c'est l'ophtalmoplégie supranucléaire en faveur de la PSP, c'est s'il y a une démence, mais qui n'a pas les caractéristiques de la démence parkinsonienne, c'est-à-dire une démence de type frontotemporal ou d'une aphasie progressive primaire, dans les 5 premières années d'évolution. Si le syndrome parkinsonien est limité aux membres inférieurs depuis plus de 3 ans, et ça, vous le savez, ça évoque ce qu'on appelle les lower Parkinsonism, c'est-à-dire c'est Parkinson qui ne touche que les jambes, et ça évoque vraiment les syndromes parkinsoniens, dans ces cas-là, vasculaires. Alors, s'il y a un traitement neuroleptique, donc une cause iatrogène, et puis si on n'a pas de réponse du syndrome parkinsonien pour des fortes doses, malgré une sévérité modérée de la maladie. Alors là, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le texte initial de la publication, il est bien mentionné. Qu'est-ce que c'est qu'une forte dose? C'est 600 mg par jour de L-DOPA. Et on aurait pu rajouter peut-être quelle doit être la durée du traitement. Eh bien, on peut dire même au moins 3 à 6 mois à forte dose. S'il n'y a pas du tout de changement, on peut commencer à parler d'absence de dopa-sensibilité. L'atteinte corticale, c'est en faveur du syndrome de dégénérescence cortico-basale. Et vous voyez là dans les critères d'exclusion, on fait intervenir maintenant l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie des marqueurs présynaptiques, scintigraphie au DaT-scan ou PET à la fluorodopa. Et là, un critère d'exclusion, c'est une imagerie qui serait normale. Alors, un petit zoom sur cette notion d'imagerie normale. Dans la publi, il est mentionné qu'on n'est pas forcément obligé, il n'y a pas de caractère d'obligation de faire ce DaT-scan, et même ça n'est pas forcément justifié quand on a un tableau clinique qui est tout à fait typique. Donc, c'est un critère qu'on peut potentiellement mettre entre parenthèses. Il n'est pas applicable s'il n'a pas été fait. Là, je sais que d'un pays à l'autre, en fonction de l'accessibilité à l'examen, de l'expérience du neurologue, certains ne le font pas de façon systématique, d'autres préfèrent le faire de façon systématique.
on peut rediscuter de cet aspect et des différentes indications de la scintigraphie au DaTscan tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors maintenant, les drapeaux rouges, donc on l'a vu tout à l'heure, ces drapeaux rouges, eh bien, ils peuvent être pondérés, compensés par la présence d'un critère positif s'il y a un drapeau rouge ou de 2 critères positifs s'il y a 2 drapeaux rouges, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus de 2. Alors, ces drapeaux rouges, ils sont au nombre de 10. On a d'abord l'évolution rapide des troubles de la marche. Et là, maintenant, on va faire apparaître des notions d'années. Vous voyez, si le patient est en fauteuil roulant dans les 5 premières années d'évolution, ce n'est pas une maladie de Parkinson. Donc, ça oriente vers les syndromes parkinsoniens plus, l'AMS et la PSP. L'absence complète de progression des symptômes moteurs ou du syndrome parkinsonien après 5 ans d'évolution ou plus, sauf si la stabilité de la symptomatologie est liée à l'adaptation du traitement. Alors ça, c'est les cas de figure qui arrivent. C'est-à-dire qu'on s'est trompé de diagnostic. Initialement, on voit un patient et on se dit, tiens, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il évolue, et puis il a pratiquement un traitement très faible et il ne bouge pas. Il n'y a aucune aggravation des symptômes. Alors bien sûr, pour le patient, c'est plutôt sympathique, mais ça, à ce moment-là, il faut se dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'a pas diagnostiqué par excès le Parkinson? Est-ce que ce n'est pas un tremblement essentiel? Est-ce que ce n'est pas autre chose? Et d'où l'intérêt, dans ces cas-là, bien sûr, de redresser le diagnostic par une imagerie fonctionnelle. Alors, l'atteinte bulbaire, c'est plus classique en faveur des autres syndromes parkinsoniens atypiques. Le stridor en faveur de l'AMS. Et la dysautonomie, vous voyez, maintenant, il y a toujours la notion de nombre d'années dans les 5 premières années d'évolution. Et on précise de quoi il s'agit, l'hypotension orthostatique avec ses définitions, la rétention urinaire ou l'incontinence urinaire, avec la problématique des pathologies prostatiques chez l'homme. Vous voyez, des urgenturies, des envies pressantes d'uriner, ce n'est pas du tout un critère, ce n'est pas un drapeau rouge. Par contre, l'incontinence urinaire dans les 5 premières années, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire que ces phénomènes de dysautonomie peuvent être présents au-delà de 5 ans. Et ça, on sait dans notre expérience que parfois, chez certains patients authentiquement parkinsoniens, la dysautonomie peut apparaître au-delà de ces 5 ans. Les autres critères, c'est la chute. Ça, on le sait tous. Une chute chez un parkinsonien, c'est jamais bon pronostic. C'est un tournant évolutif de la maladie. Et si ces chutes en lien avec une instabilité posturale apparaît dans les 3 premières années d'évolution, ça doit remettre en cause le diagnostic. De même que l'antécolie ou la dystonie fixée, comme on le voit ici dans un diagnostic d'atrophie multisystématisée. Je passe sur le syndrome pyramidal, sur le caractère aussi bilatéral qui peut orienter vers une cause iatrogène. Pour terminer sur ce 8e drapeau rouge, l'absence d'un syndrome non moteur classique dans les 5 premières années d'évolution. Vous voyez, pratiquement, ça n'est pas possible de poser le diagnostic de Parkinson chez un patient qui, au bout de 5 ans d'évolution, a 0 signe non moteur. Ces signes non moteurs, on va les revoir après dans cette notion de phase prodromale. Vous le savez, ils sont finalement très fréquents. Il faut les identifier à l'interrogatoire. Il y a différents troubles du sommeil, dont les TCSP, il y a la dysautonomie, il y a l'hyposmie et il y a les modifications du comportement. J'ai mis dépression, anxiété, hallucination, mais il y a aussi l'apathie, le petit syndrome dysexécutif. Enfin, il y a plein de petits éléments non moteurs qui peuvent être très précoces. Et s'il n'y en a aucun, comme tout à l'heure, l'absence d'évolution du tableau clinique, on doit se reposer la question, est-ce qu'il n'y a pas une erreur diagnostique? Voilà, alors ces critères, vous pouvez les retrouver dans le chapitre des signes moteurs et critères diagnostiques qui est intégré dans le livre qui a été édité là maintenant il y a 2 ans, la 4e édition de la maladie de Parkinson. Voilà. Et ensuite, pour appliquer les critères, il y a un petit arbre. Est-ce que le patient a un syndrome parkinsonien? Oui, non. Alors, s'il a un syndrome parkinsonien, est-ce qu'il y a un critère d'exclusion qui est présent? S'il y en a un, le diagnostic ne peut pas être posé. Puis après, on voit le nombre de drapeaux rouges, le nombre de critères positifs, et puis on va pondérer, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction du nombre de drapeaux rouges et du nombre de critères positifs pour poser le diagnostic de maladie de Parkinson établie ou probable. Alors, l'intérêt de ces critères, finalement, ils sont assez simples parce que beaucoup de ces critères sont cliniques. On a introduit maintenant cette notion de recul évolutif minimum avec un nombre d'années qui est mentionné pour certains critères. Donc, ça, c'est très utile. La sensibilité au traitement, on connaît maintenant la notion de dose.
hein. Et puis, ces critères ont l'intérêt aussi de permettre de redresser le diagnostic et d'orienter vers un syndrome parkinsonien atypique. On le sait tous, ce n'est pas la même prise en charge, c'est surtout pas le même pronostic, hein. Ce sont des difficultés, bien sûr, dans la prise en charge de par l'évolution rapide de ces tableaux cliniques. Les syndromes parkinsoniens vasculaires aussi, qui finalement sont tout de même très fréquents. Et puis, on l'a vu aussi avec deux exemples, l'absence d'évolution et l'absence de signes non moteurs. Eh bien, ça nous permet, et moi je sais que maintenant j'essaie de bien les appliquer, et ces dernières années, à plusieurs reprises, on a reconsidéré le diagnostic, alors qu'avant, je crois qu'on ne l'aurait pas reconsidéré. On aurait dit, c'est bien, c'est une forme bénigne qui évolue peu, très bien. Non, sauf que ce n'était pas du tout une maladie de Parkinson. Alors, vous savez que dans ces cas-là, quand après quelques années, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous dites à quelqu'un, finalement, on s'est trompé, vous n'avez pas de maladie de Parkinson, ce n'est pas toujours bien accepté, hein. C'est tout de même un peu particulier. Les gens vivent avec cette maladie depuis plusieurs années, ils ont changé leur mode de vie ou autre, même s'ils ne sont pas très handicapés. Ils vivent un peu avec cette épée de Damoclès, puis maintenant on leur dit, non, finalement, il n'y a pas du tout de Parkinson, hein. Et alors, ça, on pourrait dire, ils devraient être contents. Alors, finalement, ils finissent par l'être, mais ça crée aussi un deuxième choc psychologique. Et d'où l'intérêt de l'imagerie fonctionnelle, hein. Ici, un exemple de scintigraphie au DAT-scan, normal à gauche, et ici avec la baisse de fixation du traceur qui est asymétrique ici dans la maladie de Parkinson et qui prédomine sur le putamène. Alors, la maladie de Parkinson, on le sait, elle ne débute pas avec la triade motrice. La triade, ou plusieurs éléments de la triade nous permettent de poser le diagnostic de Parkinson, on l'a vu, mais on sait que la maladie, elle évolue depuis déjà de nombreuses années à bas bruit, et c'est cette notion de phase prodromale. Et maintenant, on va vers des critères aussi de la phase prodromale que je vais vous détailler. Alors, cette diapositive que j'ai reprise dans une publication de Poveux sur la maladie de Parkinson, elle a le mérite, sur une seule slide, de montrer sur une échelle de temps, par rapport ici au diagnostic de Parkinson qui est posé sur la triade, de préciser quels sont les symptômes moteurs en haut, en vert plus clair, et vert ici, un vert un peu différent, peu importe, en dessous, en fonction des différentes phases de la maladie, la phase précoce, la phase de fluctuation, la phase tardive de la maladie, et puis ici la phase prodromale. Vous voyez, c'est intéressant parce que, sans reprendre, lire chacun de ces symptômes, vous pouvez les visualiser pendant que je les présente rapidement. On a finalement plus de symptômes non moteurs que de symptômes moteurs, même si, bien entendu, un patient donné ne va pas forcément, et heureusement, souffrir de tous ces symptômes pendant l'évolution de la maladie. Ça, c'est la première information. Puis la deuxième information, c'est qu'on se dit, avant le diagnostic, il y a tout de même un certain nombre de symptômes non moteurs, et on va voir qu'il n'y a pas que des symptômes non moteurs, il y a aussi des symptômes moteurs qui vont évoluer à bas bruit, et c'est grâce à l'identification et aux travaux d'études de cohorte qui ont été faits sur tous ces symptômes qu'on est abouti à maintenant la proposition de critères de la phase prodromale de la maladie de Parkinson. L'intérêt aussi en pratique pour vous dans vos cabinets, dans vos services, pour nous, quand on veut faire le diagnostic, à partir de la triade, parfois elle est plus ou moins prononcée. On n'a pas encore à ce stade la notion de dopage-sensibilité et de dyskinésie. On a bien sûr les critères d'exclusion, les drapeaux rouges qu'on élimine. Mais si encore en plus à l'interrogatoire, on apprend que le patient a des cauchemars ou a une baisse d'odorat depuis plusieurs années, et franchement, on a des arguments forts là pour poser le diagnostic par rapport à la clinique. Ça, c'est des éléments qu'on a maintenant mis en évidence depuis quelques années, mais qu'il faut marteler dans les présentations pour vraiment les utiliser plus fréquemment. Et cette notion de symptômes non moteurs, elle est bien en lien avec la topographie des lésions, hein, notamment ici dans les stades de Brax au début, les troubles de l'odorat, et puis les cauchemars par l'atteinte du locus ceruleus et paracéruleus. Alors, si on reprend ici sur cette présentation de généralité de la phase prodromale, on a ici la phase motrice avec la triade et puis les critères dont on a déjà parlé. Mais ensuite, il y a la phase prodromale avec un certain nombre de symptômes moteurs sur lesquels on va revenir. Et puis, il y a même une phase après préclinique où il n'y a aucun symptôme.
que ce soit moteur ou non moteur, mais des biomarqueurs potentiels qui maintenant se développent. On a vu l'imagerie fonctionnelle, on verra qu'il y a l'imagerie morphologique, il y a la génétique aussi. Et quand vous associez tous ces éléments, eh bien, vous pouvez arriver à un niveau de probabilité de risque de développer une maladie de Parkinson. On le verra à la fin de la présentation. Alors, pour être pratique, je vais vous présenter les différents signes non moteurs de la phase prodromale. Ils sont ici listés. Je ferai une diapositive par symptôme pour bien mettre en avant toutes les données et qui sont tout de même assez fortes et qui permettent de confirmer l'intérêt de rechercher ces symptômes. Et finalement, ce n'est pas compliqué, on le sait bien, c'est de l'interrogatoire. Hein. La plupart du temps, on n'est pas obligé de faire une polysomnographie. On n'est pas toujours obligé de faire plein de tests pour l'odorat, ce n'est pas toujours simple, et puis c'est plus souvent les ORL qui font ça. Hein. Même chose pour les troubles du comportement, on n'est pas obligé d'avoir un psychiatre, une psychologue, un bon interrogatoire, la présence de la famille, l'utilisation de la partie 1 de l'échelle MDS-UPDRS qui évalue ces symptômes non moteurs va tous nous aider beaucoup pour identifier ces symptômes. Alors, ces symptômes ici sont listés à gauche et vous voyez que leur date d'apparition, elle peut être, par exemple, ici pour l'hypospie, dans les 5 à 10 ans avant le diagnostic. Et puis après, d'autres symptômes peuvent être d'ancienneté beaucoup plus longue. Et puis, la sensibilité et la spécificité vont beaucoup varier d'un symptôme à l'autre. Entre, par exemple, l'hypospie qui a une forte sensibilité mais une faible spécificité, et puis à l'inverse, les RBD, les troubles du comportement sommeil paradoxal, qui ont au contraire une sensibilité assez faible, et puis au contraire une très très forte spécificité. Puis après, on peut associer et mieux identifier le risque d'apparition de la maladie si on a plusieurs de ces symptômes non moteurs. Et donc, c'est vrai que dans les études de cohorte de cette phase prodromale, ce qui a le plus de poids, ça reste, ça c'est maintenant parfaitement identifié, l'hyposmie et les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Alors, ces troubles de l'odorat, vous voyez, ils ont une forte prévalence, 80%. Ça peut être l'identification d'odeur, ça peut être la discrimination d'odeur, ça peut être des seuils de détection. Bien sûr, là, il faut des tests assez affinés. C'est un symptôme qui s'aggrave ou qui reste stable, mais par contre, ce n'est pas un symptôme qui va s'améliorer avec les traitements anti-parkinsoniens. Et vous voyez que dans les études de cohorte, ici sur 2004, patients dont l'odorat est analysé par le bêta-CIT, eh bien, on voit que l'incidence dans les 4 ans de survenue d'une maladie de Parkinson pour les gens qui ont les quartiles les plus bas, c'est-à-dire les niveaux d'odorat les plus bas, vous voyez, c'est de 5 et de 3, donc c'est tout de même assez important. Si on suit une cohorte de patients qui ont simplement une hyposmie considérée comme idiopathique pendant 4 ans, vous voyez, sur ce recul évolutif assez court, eh bien, on identifie dans 14% des cas soit une authentique maladie de Parkinson ou déjà des petits signes moteurs. Alors, bien entendu, ce n'est pas spécifique et on sait que ça peut être présent, c'est plus fréquent dans les synucléinopathies, c'est-à-dire Parkinson, AMS et démence à corps de Lévy. Et on peut l'observer dans les formes sporadiques ou familiales. Alors maintenant, vous voyez, quand on associe différents symptômes, hyposmie plus constipation est associé à un déficit dopaminergique dans plus de 40% des cas. Là, c'est là qu'on voit de nouveau la place de la scintigraphie, comme elle peut aider, bien sûr, au diagnostic. Et à chaque fois, en vert, je présenterai les lésions qui sont concernées et qui expliquent ce type de trouble. Alors, les cauchemars, ils ont une prévalence aussi qui est importante, ils ont une bonne valeur prédictive, et c'est souvent plusieurs années avant les signes moteurs. C'est la même chose, c'est plutôt, ça oriente vers le diagnostic de synucléinopathie, et ce n'est pas un bon pronostic. C'est-à-dire les gens qui ont un cauchemar, ils ont des formes qui vont évoluer plus rapidement sur le plan cognitif, en termes de dysautonomie ou d'apparition d'hallucinations. Donc, cliniquement, c'est les rêves animés, c'est l'agitation verbale, voilà, le patient ou la patiente qui donne des coups à son conjoint, qui tombe du lit, parfois qui se souvient des cauchemars, parfois qui ne s'en souvient pas. Alors là, il y a eu des études de cohorte sur les TCSP, troubles du comportement sommeil paradoxal, considérés comme idiopathiques, et vous voyez que l'émergence d'un syndrome parkinsonien, elle est présente chez 38% des patients 4 ans après le diagnostic. Donc plus d'un tiers 4 ans après le diagnostic de ces cauchemars. Et ça monte à 80% après 14 ans.
Et ici, sur une cohorte qui a été analysée sur 6 ans de 305 patients qui souffraient de TCSP, ben, vous voyez, le taux de conversion, il augmente aussi avec le temps, hein, 15% à 2 ans, 25% à 3 ans, 41% à 5 ans. Donc, je ne vous dis pas, quelqu'un qui a à la fois une hyposmie et des cauchemars, eh bien là, il est vraiment à fort risque. Et nous, on commence à avoir parfois des gens qui ont entendu parler de ça et qui viennent et disent, bah voilà, moi j'ai des troubles de l'odorat, je ne sens plus en dehors du Covid, je fais régulièrement des cauchemars et est-ce que je suis à risque de développer ou pas une maladie de Parkinson? La dysautonomie, alors je vais passer sur la constipation parce que bien que ce soit un symptôme parfois très gênant, on sait que ce n'est pas spécifique du tout, mais on sait que cette dysautonomie, il n'y a pas que la constipation, il peut y avoir les troubles urinaires, hein, les urgenturies. La dysfonction érectile, elle est mentionnée, hein, elle n'est pas toujours recherchée, donc il faut essayer de la rechercher. Bien sûr, si elle est rapidement évolutive et qu'il y a des troubles urinaires associés, ça va orienter vers une atrophie multisystématisée. Enfin, on continue la modification du comportement. Ce n'est pas toujours le patient qui va le rapporter, c'est plutôt l'entourage qui signalera que la personne n'est plus tout à fait la même, elle est plus anxieuse, elle a une labilité émotionnelle plus grande, elle est facilement déprimée. Il y a la notion aussi parfois d'un petit syndrome des exécutifs, mais là, vous le savez, on va plus l'identifier par des tests avec la neuropsychologue. Et puis, il y a l'apathie. Ça, l'apathie, c'est vraiment cette perte de motivation, parfois en dehors de toute dépression et d'anxiété. On sait que cette apathie, elle est fréquente, plus fréquente dans la démence parkinsonienne que dans la forme stable de Parkinson ou chez les de novo. Mais vous voyez, on a fait des études en service chez les de novo, bien sûr avec des échelles très sensibles, et on voit qu'en fait, dans un tiers des cas, eh bien, il y a déjà un certain degré d'apathie chez nos patients parkinsoniens. Enfin, les troubles visuels, c'est peut-être ce qui est le moins connu, un peu sous-estimé et finalement très fréquent. Et si vous y réfléchissez, je suis sûr que parfois vos patients se plaignent de la vue. Alors bien sûr, quand ils ont un certain âge, on pense à d'autres problèmes, la DMLA, les lunettes qui ne sont pas adaptées, le glaucome, la cataracte. C'est vrai qu'il y a bien d'autres raisons, mais n'oublions pas que ça peut être aussi en lien avec la maladie de Parkinson. Vous voyez ici la diversité de ces symptômes, baisse d'acuité, la sensibilité au contraste, la photophobie, la sécheresse oculaire, etc. Et puis à un stade plus tardif, on sait, il peut y avoir des troubles visuospatiaux, des hallucinations visuelles, voilà. Et parfois, ces troubles visuels sont fluctuants avec les troubles moteurs à un stade plus évolué de la maladie. Alors, à la phase prodromale, là, bien sûr, ce serait beaucoup plus difficile de l'analyser dans notre pratique courante, mais certains auteurs se sont intéressés à ce sujet et ont mis en évidence des troubles de la réactivité pupillaire, une mauvaise perception des reliefs, des défauts de mouvement de poursuite. Bon, ça n'a pas vraiment d'application pratique, hein. Ce qui est plus intéressant, c'est de connaître la grande diversité des troubles au stade comment dire, de la maladie vraiment confirmée et la notion aussi de fluctuation de ces troubles visuels. Et les lésions, eh bien, c'est des lésions qui sont présentes au niveau rétinien. Alors voilà, en résumé sur ce tableau, on voit la sensibilité et la spécificité de ces différents symptômes, hein, entre l'odorat qui a une forte sensibilité et une spécificité basse, et à l'inverse, les cauchemars, une faible sensibilité et une forte spécificité, et puis la dépression qui est plus faible pour les deux, et puis pour d'autres où on ne connaît pas vraiment la sensibilité et la spécificité. Alors, je vous ai donc exposé la présence des signes non moteurs de la phase prodromale et donc qui peuvent vous apporter aussi une aide au diagnostic à l'interrogatoire quand on pose le diagnostic sur le trouble moteur. Il y a des auteurs qui se sont intéressés à voir est-ce qu'il n'y a pas aussi des signes moteurs dans la phase prodromale. En étudiant sur un certain nombre d'années, de 1996 à 2012, en suivant des cohortes de parkinsoniens et de non-parkinsoniens et en analysant tout un cortège de symptômes. Et vous voyez ici sur cette diapositive, vous avez l'incidence d'apparition d'un symptôme, et puis ici, en fonction du temps avant le diagnostic qui est posé, et vous avez la population témoin ici en bleu à chaque fois, puis la population parkinsonienne en rouge. Et vous voyez, on présente ici ceux où il y a une différence significative. Alors, vous voyez ici de nouveau les symptômes non moteurs qui sont plus fréquents, peut-être moins pour la dysfonction érectile d'ailleurs,
dans la maladie de Parkinson que dans le groupe contrôle. Donc, finalement, ça, c'est des choses qu'on avait déjà mentionnées. Mais on voit aussi que certains symptômes non moteurs, avant même qu'on ait posé le diagnostic, bien, finalement, étaient déjà évolutifs. Un tremblement à minima, une petite rigidité, là, des douleurs. Et puis ici, j'ai quelque chose sur mon écran où je vois plus ce que c'est. Voilà, des petits troubles de l'équilibre. Vous voyez, cette notion de les troubles de l'équilibre, c'est tardif dans la maladie de Parkinson. Eh bien non, on peut l'avoir parfois aussi, peut-être précocement. Alors, ces signes moteurs précoces, on pourrait peut-être un jour, mais il va falloir des examens d'utilisation plus courante. Alors, pourquoi pas des actimètres, notamment pour voir la quantité de mouvement, parce qu'on peut faire, avec un certain nombre d'examens, des quantifications motrices plus précises, avec des tâches plus complexes. Des analyses de la marche, maintenant, on a des systèmes embarqués ou des semelles. Il y a des labos qui développent des semelles, donc les gens, ils vivent comme vous et moi, et puis on va analyser leur marche grâce à ces semelles. Donc, on est en conditions écologiques, et par rapport à des normes, on peut identifier potentiellement l'apparition de troubles moteurs. Et ce travail a été fait et a montré que, vous voyez, ici, un certain nombre de signes moteurs, le trouble de la voix, la rigidité, la marche qui est altérée, la lenteur, les anomalies au pegboard, là, qui est ici en haut à droite, donc rapidité de mouvement, ou alors de tapping alterné, ou de test de marche, eh bien, il peut y avoir des perturbations. Et vous voyez que ces perturbations, parfois, elles apparaissent des années avant que le diagnostic authentique de Parkinson n'ait été posé. Donc, il y a une phase insidieuse de symptômes non moteurs par rapport à une population témoin qui apparaît progressivement dans la phase prodromale et bien sûr qui n'est pas identifiée parce que, vous voyez, il faut des tests très fins pour les analyser et bien sûr, ce n'est pas de pratique courante et puis parfois, ça passe inaperçu, on considère que c'est normal, que c'est un petit peu lié à l'âge. Et donc, on peut avoir des anomalies comme ça, de la variabilité de la marche, de petites pertes d'équilibre. Par exemple, c'est des analyses qui ont été faites chez des sujets L2RK2 mutés, mais qui étaient tout à fait asymptomatiques et qui avaient par ailleurs des anomalies, par exemple, d'hyperécogénicité au niveau de la substance noire. Donc, vous voyez, on s'oriente vers une identification d'un certain nombre de symptômes non moteurs et de symptômes moteurs, couplés à certains biomarqueurs ou examens complémentaires qui vont permettre à la fin de donner un niveau de probabilité, ce patient a un risque faible, modéré ou important de développer une maladie de Parkinson. Et c'est ainsi que la Movement Disorder Society, après la proposition des critères diagnostiques de maladie de Parkinson, propose maintenant sur son site des critères diagnostiques prodromaux. Alors, on va les voir assez rapidement. Vous voyez, on prend en considération un certain nombre de facteurs de risque, le sexe, l'exposition aux pesticides, la consommation de café et de tabac, la présence dans la famille de patients parkinsoniens ou pas, et puis tous les prodromes non moteurs que je vous ai déjà précisés. Et puis, ça donne donc un facteur de risque également en fonction du sexe. Alors, tout ça a été mentionné dans ces publications dont vous pouvez avoir le détail, vous voyez, qui ont un peu plus de 2 ans. Et on a rajouté à ces différents facteurs de risque également des analyses génétiques, le fait d'être porteur ou non d'une mutation GBA ou d'une mutation L2RK2, parce qu'on sait que cette mutation, avec l'évolution de l'âge, eh bien, elle peut être identifiée de façon croissante. Et on peut coupler aussi, je vous l'ai déjà dit, à des biomarqueurs. Alors, ces biomarqueurs, ils se développent de plus en plus. Alors, la scintigraphie, l'imagerie fonctionnelle, c'est peut-être ce qui est le plus, comment dire, là j'ai mis IRM, c'est pas IRM, c'est imagerie fonctionnelle. Le DAT-scan, ça c'est plus courant. Mais il y a aussi des techniques d'IRM de diffusion, d'IRM fonctionnelle, c'est-à-dire d'analyse de l'intensité du signal au niveau de la substance noire qui se développe de plus en plus. De l'échographie aussi transcrânienne de la substance noire, les analyses génétiques, j'en ai déjà parlé. Comme dans la maladie d'Alzheimer, maintenant, on va se développer l'analyse du liquide céphalorachidien des taux d'alpha-synucléine, et puis aussi des biopsies. On est encore dans le domaine de la recherche, mais il y a des travaux qui sont menés, biopsie colique, biopsie de peau, biopsie de glandes salivaires. Et donc, la MDS,
sur son site. Donc, si vous êtes membre de la MDS, vous pouvez aller sur le site et à partir de là, eh bien, de calculer un facteur de risque en fonction de tous les critères qu'on vient de dire, de développer une maladie de Parkinson. Alors, je pensais faire en direct, vous montrer comment ça marchait, mais j'ai préféré, pour éviter de départager, repartager mon écran sur le net, de vous montrer rapidement. Ça se fait assez simplement, enfin, pour rentrer les données. Après, quand on voit le nombre de données à collecter, c'est bien sûr un peu plus compliqué. On est tout de même encore dans le domaine de la recherche. On met son âge, son sexe, si on est exposé aux pesticides ou aux solvants, si on consomme du café et du tabac, si on a une mutation GBA et L2RK2, et puis ensuite, s'il y a une échographie de la substance noire, si on est diabétique. Et puis ensuite, on va remplir la partie des symptômes non moteurs dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la somnolence, les cauchemars, les troubles de l'olfaction, la constipation, les troubles urinaires, la dysfonction érectile, l'hypotension, la dépression, et puis s'il y a une évaluation des fonctions cognitives. Là, on est plus dans la clinique. Ensuite, il y a la partie motrice, parce que finalement, maintenant, on a vu tout à l'heure le sous-score, un des sous-scores, l'échelle MDS-UPDRS, il permet tout de même d'affiner les choses. Et donc, le 1, on peut l'identifier, donc ça peut avoir une petite valeur, 1 plus 1 plus 1, et donc déterminer, vous voyez, un score UPDRS qui est supérieur à 3 pour la partie motrice ou à 6 pour la totalité du score. Et puis, éventuellement, si on a été plus loin et qu'on a fait des tests de quantification de la motricité. Et enfin, on termine sur l'imagerie fonctionnelle et à la fin, ça vous donne un facteur de risque de développer une maladie de Parkinson. Alors, vous voyez, en conclusion, pour respecter le temps de parole, on a maintenant vraiment des critères performants de la maladie de Parkinson, les critères diagnostiques, la première partie de ma présentation, qui peuvent, je l'espère, tous nous aider pour affiner notre diagnostic avec le temps. On a des critères de la phase prodromale. Alors, bien entendu, la mise en œuvre de ces critères de la phase prodromale aura tout son intérêt le jour où on aura vraiment des traitements neuroprotecteurs. Pour l'instant, on n'en a pas, donc c'est un peu difficile de les utiliser, bien sûr, à grande échelle. En tout cas, on a vu que ces symptômes des critères diagnostiques de ces deux phases sont bien identifiés, sont très variés, moteurs et non moteurs, ce qui fait toute la richesse et l'intérêt de s'occuper de cette pathologie, parce qu'elle a finalement une très, très grande diversité. On savait qu'elle avait une diversité par ses aspects génétiques ou toxiques, et qu'elle a aussi une grande diversité sur le plan de la sémiologie. On pourra encore en dire beaucoup à ce sujet-là au cours d'une future présentation. On a une ouverture vers des examens paracliniques maintenant. Bien sûr, il y a la notion d'accessibilité qui peut poser des problèmes, et donc place grandissante de ces biomarqueurs. Voilà. Et l'application des critères, je pense, une fois qu'on se plonge dedans et qu'on utilise les petits tableaux, elle est assez simple au stade de diagnostic et elle est intéressante à reconsidérer dans le cours évolutif quand on a un doute sur le diagnostic pour ne pas faire une erreur de diagnostic ou ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel. Mais ça, vous le savez, pour nous, c'est tout de même un peu plus simple d'évoquer les PSP, les DCB, au vu de l'évolution de ces tableaux. Mais je pense surtout aux erreurs diagnostiques que l'on pourrait parfois commettre. Voilà, je vous remercie pour... Merci, professeur Defebvre. Merci infiniment. Très bien, j'entends très bien avec votre micro. Vous entendez bien? Oui, très bien. Oui, alors j'ai collé 2 micros en fait. Oui, bah c'est l'ingénieur du son qui me dit de faire ça. Merci beaucoup pour votre communication, pour la question. Voilà, donc je pense qu'il y a des questions. OK. Shkun? Docteur Ider, oui, Doran. Oui, d'accord. Non, c'est pas une question, mais c'est juste un petit commentaire parce que, comme au début, on a dit que les maladies de Parkinson ne sont pas une maladie parce que quand même, on voit des malades qui sont vraiment très, très dopasensibles, qui sont vraiment asymétriques, un syndrome parkinsonien asymétrique, très dopasensible, avec des signes non moteurs
nous, avec l'expérience, on ne demande pas vraiment des examens complémentaires, mais parfois, lors de l'évolution, on voit que les malades présentent des drapeaux rouges, effectivement, mais dans les dernières recommandations, il y a l'imagerie fonctionnelle avec tous les plus ou moins spécifiques, tels par exemple la maladie à corps de Lévy ou PSP, même les PSP, PSPP, PSPC, Oui, tout à fait. MSAP, MSSC et les autres pathologies. Donc, comme l'atrophie cortico-basale, si on a des myoclonies avec des démences ou un truc, ça ne pose pas vraiment de problème. Et pour les autres, je pense que c'est facile. Pour la douleur, Monsieur Luc, j'aimerais bien voir parce que la douleur, quand même, c'est un signe moteur aussi qu'on trouve. Après, bien sûr, l'olfaction et les troubles de sommeil paradoxal. La douleur, elle est fréquente. Les troubles, la douleur et la fatigue. La fatigue aussi. La fatigue. Fatigue qui n'est pas un symptôme toujours facile justement à analyser et à quantifier, hein. La fatigue, c'est tellement un signe pas spécifique et présent dans tellement de pathologies dégénératives que parfois on est un peu désarmé pour l'évaluer et puis pour la traiter. Et puis parfois on fait l'amalgame entre fatigue et problème de somnolence aussi. Ça, c'est un vrai problème. Mais votre premier commentaire est très important. C'est vrai qu'on a parlé de la diversité de la maladie de Parkinson, et ça, on le connaît tous dans notre expérience professionnelle au quotidien. Mais c'est vrai qu'il faut parler aussi de la diversité des formes d'atrophie multisystématisée. Il y a des critères diagnostiques entre une forme cérébelleuse, une forme parkinsonienne. Il y a parfois des formes lentement évolutives d'AMS. Il y a des formes avec des dyskinésies. Il y a des formes qui restent un peu dopa-sensibles les premières années. Et dans la PSP, c'est la même chose. Grâce à la neuropathologie, le cadre nosologique de la PSP, on ne parle plus maintenant que de la PSP et de la maladie de Sir-Richardson-Olszewski. Il y a toutes les formes. Il y a la forme parkinsonienne, il y a la forme typique, il y a la forme plus rare, effectivement, cérébelleuse, les formes cognitives. Enfin, il y a la forme avec freezing. Enfin, il y a beaucoup de formes aussi. On pourrait faire une présentation sur ce sujet. Et c'est intéressant d'avoir cette notion et de le connaître parce qu'après, c'est comme tout. Enfin, quand on connaît, quand on a vu ces aspects-là, on les trouve dans la pratique. À un moment, on dit tiens, ça, c'est une PSP, j'étais passé à côté du diagnostic. Ouais, effectivement. C'est ça qui est intéressant. Merci professeur et docteur Heider. J'ai une question. Une question tout à fait pratique, quotidienne. Ce sont des maladies de Parkinson. C'est au sujet de cette sensibilité à la L-DOPA ou bien une résistance à la L-DOPA. Oui. Généralement, des malades qui ont fait la tournée des rhumatologues, des kinésithérapeutes, etc. Et on fait le test thérapeutique. Mais la réponse, une réponse médiocre, ça ne veut pas dire systématiquement c'est un Parkinson plus. Je m'explique. Il y a une dépopulation neuronale. Malheureusement, on n'a aucun outil pour quantifier ces dépopulations neuronales. On charge des malades qui sont au stade déjà, qui ont un capital de cellules dopaminergiques qui est déjà diminué, qui ne permet pas de répondre à la L-DOPA. Donc, ce n'est pas systématiquement que Oui, tout à fait. Si c'est déjà des formes, effectivement, qui évoluent depuis longtemps, vous avez tout à fait raison. On n'aura plus ce niveau de dopa-sensibilité parce qu'il faut tenir compte de l'ancienneté de la maladie. Alors, le petit piège aussi, c'est que potentiellement, ça va dépendre de l'âge. C'est-à-dire qu'il y aura la notion de quelle dose on utilise, pendant combien de temps et de la tolérance. Et parfois, on dit pas très dopa-sensible, mais vous avez vu, 600 mg, ça veut dire 6 modopar 125, ce qui est déjà tout de même une belle dose. Et parfois, les gens ne vont pas tolérer ces doses, auront des effets secondaires, et donc on ne franchit pas le niveau de dose. Après, la façon de tester la dopasensibilité, ça reste vrai sur une dopasensibilité chronique, hein, pas une dopasensibilité en aigu. Hein, par exemple, nous, on ne fait plus de tests en aigu, sauf pour les évaluations des patients avant la chirurgie, mais de dire, voilà, je vous donne une forte dose et puis vous améliorez ou pas dans les 2 heures qui suivent. D'abord, il y a des gens parfois qui ne tolèrent pas ces tests aigus, et ce n'est pas parce qu'un test aigu est négatif que le patient ne sera pas dopasensible. Oui, effectivement. Et vous avez vu, il y avait la notion aussi, la dopasensibilité. Bon, c'est 30% d'amélioration du score moteur. Il y a des patients. Donc voilà, 30%, ce n'est pas non plus beaucoup. Mais on considère qu'à partir de 30%, c'est dopasensible.
Mais par contre, pour revenir sur votre commentaire, chez les gens jeunes, là, c'est 100% d'amélioration souvent. Par contre, chez les gens âgés, polypathologiques, eh bien, c'est vrai que souvent, on ne va pas atteindre un niveau de dopasensibilité très élevé. Merci, professeur Dufeb. Je veux poser une question surtout sur les biomarqueurs. Est-ce que vous pourriez bien détailler, parce qu'on est maintenant habitué, par exemple, comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer, pour tout ce qui est bêta-amyloïde et tout, mais dans le cas de la maladie de Parkinson, j'aimerais bien que vous détailliez un peu sur les biomarqueurs. Oui, alors vous avez raison. Alors là, on est vraiment, chers collègues, dans le domaine de la recherche. Ce n'est pas quelque chose qui est d'application encore courante. Hein. En France, ce n'est pas du tout le cas. Le seul, vous voyez, j'ai remis la diapositive, j'espère que vous la voyez, qui est vraiment d'utilisation courante, c'est l'imagerie fonctionnelle, la scintigraphie au DaT-scan ou le PET à la fluorodopa. C'est un examen qui est vraiment très utile, qui bien souvent va confirmer la déplétion dopaminergique. Donc ça, c'est vraiment le marqueur principal, le plus pratique, le plus peut-être simple à utiliser. Tous les autres, pour moi, ça reste… Alors, l'échographie transcrânienne, maintenant, c'est plus courant, ce n'est pas invasif du tout. Bon, il faut avoir l'appareil, l'échographie, il faut être formé, et donc ça peut apporter un argument supplémentaire. Je pense que, et après, c'est la même chose pour l'imagerie. Alors, l'imagerie, c'est toujours bien de montrer des photos, vous voyez des modifications d'intensité d'écho, de modifications de signal au sein du locus niger. On analyse tous des IRM au quotidien. Sur des IRM standards, on n'arrive pas à identifier ça. Vous voyez, c'est des IRM 3 Tesla ou des travaux de recherche sur la 7 Tesla, ce qui est encore plus rare. Enfin, au niveau des biomarqueurs, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer, là, c'est d'utilisation courante. Ce n'est pas d'utilisation courante dans la maladie de Parkinson. C'est des baisses de taux d'alpha-synucléine. Ça reste de la recherche. Ce n'est pas d'application courante. C'est la même chose pour les biopsies. Enfin, le dernier élément, et donc je pense que les deux principaux, c'est l'imagerie fonctionnelle et c'est les analyses génétiques, c'est-à-dire les recherches de mutations. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que l'on peut faire… qui est bien identifié dans certains laboratoires, qui est de plus en plus courant, et un certain nombre de mutations sont identifiées. Donc, moi, je mettrai en avant surtout ces deux biomarqueurs. Ça a un intérêt, on l'a vu pour les deux de diagnostic, on a vu que c'était dans les critères diagnostiques de la maladie de Parkinson, hein, pour la scintigraphie au DaT-scan, même si ce n'est pas obligatoire, puis ça permet de redresser des diagnostics. Et l'analyse génétique, elle est courante dès qu'on suspecte des formes familiales. Par contre, les deux examens, vous voyez, sont inclus dans les critères diagnostiques de la phase prodromale. Oui, monsieur Defebvre, merci. Si vous permettez juste deux petites questions pratiques. Est-ce que la présence de myoclonie est un drapeau rouge? Deuxième question, est-ce que vous proposez quelque chose pour les patients qui présentent des troubles de l'équilibre? On a des patients qui se sont fait casser le fémur, etc. Et on est vraiment désarmé par rapport à ça. Alors, excellente question pour les myoclonies. Alors, ça n'est pas mentionné dans les drapeaux rouges, d'accord? Je pense que moi, dans mon expérience, les myoclonies, il faut considérer deux aspects. Vous pouvez avoir des myoclonies induites par la dopathérapie dans le cours évolutif. Si un jour on revoit ensemble tous les mouvements involontaires observés induits par la L-dopa, mouvement choréique, mouvement dystonique, mouvement balique, il y a aussi les myoclonies induites parfois par la dopa, mais qui ne sont pas très, très fréquentes. Et donc, on a un stade où on est sûr du diagnostic de Parkinson, puisque souvent, il y a d'autres dyskinésies. Alors, par contre, peut-être en drapeau rouge limite, mais je pense que ça n'est pas mentionné. Non, ça n'est pas mentionné dans les critères de la MDS. C'est le tremblement myoclonique. C'est-à-dire le patient qui, au début, on a vu tout à l'heure la vidéo de ce patient qui avait un petit tremblement de repos très fin, typique au repos, qui disparaît au maintien d'attitude. Bon, on n'a pas vu le maintien d'attitude sur la vidéo, mais il disparaissait. Ça, c'est typique. Par contre, on a parfois des patients qui ont un syndrome parkinsonien, il y a la kinésie, et puis ils n'ont pas de tremblement de repos, et ils ont un tremblement postural, et qui est un tremblement myoclonique, avec des petites secousses positives, des myoclonies positives ou des myoclonies négatives. Et ça doit orienter vers l'atrophie multisystématisée. Et il faut rechercher la dysautonomie. Et si encore en plus vous avez cette notion d'hypotension, de trouble urinaire, c'est une AMS.
Donc, vous avez tout à fait raison de le souligner. On pourrait là rajouter un petit drapeau rouge sur un tremblement atypique, un tremblement myoclonique. On peut considérer que c'est un drapeau rouge. Par contre, des myoclonies, alors que le patient est déjà sous dopa avec des dyskinésies, ça n'en est pas un. Enfin, il y en a un autre qui est vraiment un drapeau rouge, mais il l'est déjà dans d'autres domaines, c'est la dystonie myoclonique du syndrome de dégénérescence corticobasale avec la main qui est en dystonie et puis ces petites secousses de la main. Mais souvent, on a bien d'autres signes du syndrome de dégénérescence corticobasale. Et pour les troubles de l'équilibre, pardon, alors ça, les troubles d'équilibre, c'est un vrai problème. Je pense que quand il y a trouble de l'équilibre, il faut d'abord identifier à quoi est dû les troubles de l'équilibre. Est-ce que ce n'est pas une cause hors Parkinson, par exemple une neuropathie, des troubles de sensibilité profonde? Est-ce que ce n'est pas un syndrome cérébelleux? Et là, dans ces cas-là, il faut se méfier que ce ne soit pas une AMS qui évolue, surtout si le trouble de l'équilibre est précoce. Parce que les Parkinsoniens, ils nous disent toujours je marche lentement, j'ai du mal à marcher, je dois penser à mes poches, je fais des petits pas, je ne marche pas vite, etc. Mais c'est rare qu'ils disent j'ai des pertes d'équilibre. Mais je nuance, parce qu'on a vu que dans les études de cohorte, la notion parfois de perte d'équilibre, elle peut tout de même être précoce. Alors, voir, est-ce que ce n'est pas un trouble de l'équilibre qui n'a rien à voir avec le Parkinson, qu'il y ait un syndrome cérébelleux, ou enfin qu'il y ait une instabilité posturale en anté ou en rétropulsion. Et là, c'est un drapeau rouge qui va orienter vers un autre syndrome parkinsonien s'il est précoce. Par contre, s'il est plus tardif, ça s'intègre dans la maladie de Parkinson. C'est lié à des lésions cholinergiques et noradrénergiques, et malheureusement, on sait que c'est souvent dopa résistant. Donc là, il faut vraiment la kinésithérapie, la rééducation. Il n'y a que ça, malheureusement, qui peut être proposé. Il n'y a pas de traitement efficace sur ce symptôme. Pour un neurologue libéral, quelle serait la meilleure attitude thérapeutique devant la phase prodromale? Ça, c'est une question piège que vous me posez parce que vous pourrez être confronté et maintenant, parce que, bon, voilà, on diffuse toutes ces infos, les gens regardent sur Internet et moi, j'ai déjà eu le problème de gens qui viennent me voir. Alors moi, j'avoue qu'à ce stade, tant qu'on n'a pas de traitement neuroprotecteur, que de toute façon, je ne vais pas pouvoir proposer au patient un traitement, eh bien, je lui fais même pas de scintigraphie au DAT-scan. J'examine à fond pour voir si je n'ai pas des signes de la maladie. Un petit tremblement, une petite lenteur. Là, il faut vraiment faire l'échelle NDS, prendre son temps et vraiment bien la faire, voir s'il n'y a pas une micrographie, identifier tous les symptômes non moteurs, voir s'il n'y a pas une petite diminution du ballon du bras, s'il n'y a pas une petite lenteur, si au cours d'une activité sportive, il n'y a pas une baisse de performance ou le patient qui nage plus très droit, etc. Bref, essayez de regarder s'il n'y a pas des troubles moteurs. Parce que s'il y a des troubles moteurs, vous pouvez dire, monsieur, je pense qu'effectivement, vous avez une maladie de Parkinson qui débute à bas bruit, vous n'avez pas une bonne gestualité avec votre main dominante, votre écriture est plus petite et vous vous plaignez de troubles de l'odorat et de cauchemars depuis quelques années. Alors là, il y a deux attitudes potentielles. D'abord, l'annonce n'est pas forcément évidente, parce que le patient, il est presque comme vous et moi, il n'est pas forcément gêné, parfois par les cauchemars, mais par la gêne motrice, elle est inexistante, c'est simplement vous qui l'avez identifiée. Donc, je pense que d'abord, il ne faut pas se précipiter, il faut faire attention au diagnostic. Là, il faut faire une scintigraphie, une imagerie fonctionnelle, si on peut, parce que dire à un patient que vous avez un Parkinson sur des symptômes aussi subtils, sans apporter de preuves en termes d'imagerie, c'est un peu délicat tout de même. Et après, pour le traitement, on discute. Il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de dire, attention, on n'a pas de traitement neuroprotecteur qui va enrayer l'évolution de la maladie. Donc, 2, est-ce que vous êtes gêné ou pas? Si le patient n'est pas gêné, on peut considérer éventuellement de ne pas traiter. Le patient, d'ailleurs, sera parfois content qu'on ne traite pas tout de suite. Par contre, s'il y a une gêne, on peut commencer la rasagiline ou un agoniste. Ça dépend s'il y a des signes non moteurs, s'il y a une petite apathie. C'est au cas par cas. En tout cas, c'est un patient qu'on reverra et qu'on évaluera. Donc, de toute façon, il n'y a pas de recommandation et il n'y a pas de réponse directe. Il faut toujours faire ceci, cela. La notion de traiter très tôt, oui, elle a été souvent mise en avant. On peut la reconsidérer. Je pense qu'on peut prendre un peu de recul également. Ce qui sera passionnant, c'est le jour où on aura des traitements neuroprotecteurs qui auront montré leur effet. Et là, chez ces gens-là, on dira, voilà, ça, on vous propose ça parce qu'on a prouvé que ça allait stabiliser ou peut-être enrayer un peu votre maladie.
on y arrivera peut-être. Oui, bonsoir. Alors, je rebondis sur la recherche. Mon ami a parlé tout à l'heure des biomarqueurs. Moi, je voulais vous nous dites un mot sur un projet que vous avez initié de recherche sur l'injection directe donc de la dopamine intracérébrale. Ah oui, sur la dopamine intraventriculaire. Ouais. Donc, les voies, donc ça, c'est un travail qui est piloté, pas par moi. Dans mon équipe, c'est un collègue, le professeur DeVos, qui est neurologue, pharmacologue, mais qui on travaille très activement, hein, et qui a lancé un certain nombre de protocoles thérapeutiques et qui développe là avec Madame Moreau, hein, qui est par ailleurs son épouse, la dopamine intraventriculaire. Alors, le principe, quel est-il? Bon, les voies d'administration de la dopamine, on les connaît tous. Nous, c'est par la bouche, hein, c'est Péros. Il y a la duodopa, qui est une administration intra-intestinale d'un gel de lévodopa, qui est un traitement finalement assez ancien dans les pays scandinaves, qui est utilisé en France depuis 2008. Nous, dans le centre, on a beaucoup de patients qui ont ce traitement. Ça a des indications bien particulières sur lesquelles on pourrait revenir, mais c'est une autre voie d'administration qui chante l'estomac et la gastroparésie. Et la dopa est absorbée au niveau du site d'absorption en haut de l'intestin, et dans certains cas, ça peut apporter un grand bénéfice. Il y a la difficulté, qu'il y a les sondes, qu'il y a la pompe qui est un peu lourde. Il y a aussi des petits inconvénients. Alors, on a eu des essais, il y a des essais thérapeutiques internationaux qui sont menés sur la dopamine par voie sous-cutanée, hein, avec des pompes, un peu comme la pompe à apomorphine. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. Nous, on a participé à un essai. On a eu malheureusement une patiente qui a eu une énorme nécrose sous-cutanée de la cuisse. Bon, ce n'était pas facile. Et donc là, c'est David DeVos qui a donc mis en place ce projet de DIVE, donc dopamine intraventriculaire. Alors, donc le but, c'est d'administrer vraiment in situ, vraiment par une sonde qui est placée en intraventriculaire près des noyaux gris, et ensuite qui est reliée à une pompe. Alors, la pompe, pour l'instant, elle est par voie, de topographie abdominale. Et donc, on remplit la pompe régulièrement. Alors, c'est au stade de début de l'essai. Il est prévu 10 patients. Il y en a déjà 3 qui sont traités actuellement. Un 4e bientôt, et les autres vont suivre. Donc, il est encore bien sûr trop tôt pour donner des résultats définitifs. Ce qui est intéressant, c'est que tout de même, chez certains patients, on obtient tout de même alors, c'est une étude de phase 1, hein, donc il y a aussi toute l'analyse de quelle dose on va utiliser, quel débit, etc. Donc, c'est tout de même assez... rien n'est encore établi, mais chez certains de ces patients, il y a eu des résultats tout de même assez intéressants. On a choisi des patients qui étaient fluctuants, vous voyez, comme les patients pour lesquels on va retenir la stimulation cérébrale profonde. Hein, c'est les mêmes critères. Et donc, certains ont été stabilisés par ces traitements. Il y aura des communications dans le futur proche et un peu plus lointain de cette étude par David DeVos, bien entendu. Donc, on espère, alors bien sûr, ce n'est pas évident parce que c'est des suivis très, très réguliers, c'est un petit peu lourd. Ça n'a pas la même souplesse que la stimulation, hein, où on opère, après on règle. Je ne veux pas dire que tout est fini après, mais voilà, il y a aussi des réductions de traitement. Le gold standard en termes de traitement, ça reste, en plus de la L-Dopa, tout de même potentiellement, quand l'indication est bien posée, la stimulation cérébrale profonde. Merci, professeur. On prend 2 dernières questions, la question du docteur Benkada et l'intervention du professeur Daoudi. Et on vous laisse aller dîner, et nous aussi, on va aller dîner. D'accord, merci, madame. Alors, ma question se pose sur le parc forme tremblante, la place de la trexifénidine, si on va choisir chez le sujet jeune, la place de la trexifénidine dans la forme tremblante. Parfois, la dopathérapie, quand on voit le malade dans un contrôle de 3 à 6 mois, il n'y a pas une réponse satisfaisante. Faut-il placer une association à la trexifénidine ou arrêter un pour placer l'autre? Quel est votre... Ouais, c'est une très bonne question. Moi, maintenant, j'utilise toujours régulièrement les anticholinergiques. C'est le plus vieil antiparkinsonien, hein, avant la dopathérapie, hein, qui a été utilisé. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'études, hein. Le niveau de preuve, il n'est pas très élevé, hein. C'est des études très anciennes avec des façons de faire des études qui ne sont pas les façons du tout actuelles, donc des niveaux de preuve qui sont faibles, mais n'empêche que les anticholinergiques, on sait que la balance
elle n'est pas la même dans la maladie et que les anticholinergiques ont une action, et notamment une action contre le tremblement qui est tout à fait intéressante. Donc, effectivement, dans les formes où le tremblement est vraiment prédominant, et on l'a vu, il y a parfois des patients qui ont vraiment des tremblements gênants, qui sont très peu lents, très peu raides, et leur problème, c'est le tremblement. Même s'il disparaît en maintien d'attitude, dès qu'ils sont au repos, ils tremblent. Alors, comment on peut traiter un tremblement? C'est vrai qu'on peut traiter par la dopa, mais on sait que pour contrôler un tremblement, il faut parfois des doses assez fortes de dopa. Et parfois, il y a d'authentiques tremblements parkinsoniens qui résistent un peu à la dopa. Et d'ailleurs, on envisagera peut-être chez ces patients à plus long terme la stimulation cérébrale profonde. Alors, comme on le sait tous, on n'a pas envie d'utiliser trop tôt de la dopa et surtout des fortes doses. Trop tôt, maintenant, on le fait plus souvent maintenant, plus tôt qu'avant. Mais par contre, des fortes doses, on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'on sait que le risque de dyskinésie, il est lié à la dose de la L-DOPA et il est lié aussi à la durée d'évolution de la maladie. Plus la maladie est évoluée, plus il y a de dénervation et plus il y a un risque de dyskinésie. Et plus on utilise des fortes doses de L-DOPA, et plus on risque des dyskinésies. Donc, vous avez entièrement raison. Moi, dans ces cas-là, ça m'arrive même des fois de ne pas prescrire la dopa et d'écouter. Pour l'instant, on va prendre un peu d'anticholinergique. Vous allez voir, votre tremblement va bien s'améliorer. Parfois, ça tient plusieurs années et les patients sont ravis. La seule chose, c'est que ça donne une sécheresse de bouche. Mais chez les gens jeunes, quand je dis jeunes, c'est moins de 70 ans, c'est bien toléré. Parfois, ça peut donner des troubles de l'accommodation. Par contre, quand vous approchez 70 ans, là, il faut faire attention parce qu'il y a les risques de confusion, d'hallucination et puis les troubles de mémoire. Donc, finalement, ces bons anticholinergiques, ils ont encore une place, même si tous les neurologues ne sont pas d'accord. Quand on a fait les recos il y a 20 ans dans la revue neurologique, les anticholinergiques, ils ont été balayés. On dit non, non, il ne faut plus utiliser, c'est obsolète, c'est dangereux. N'empêche que c'est bien efficace parfois sur le tremblement. Pour la dopathérapie? Ah, vous pouvez, oui. Je n'ai pas l'expérience sur les formes LP, oui, mais c'est possible. Mais des fois, vous savez, c'est comme pour les agonistes. D'un médicament à l'autre, on a un effet qui est parfois supérieur chez certains patients sans qu'on sache bien pourquoi. Donc, je crois qu'on ne peut pas tâtonner, mais essayer les différentes formes éventuellement. Par contre, si votre question concernait la dopathérapie, ça, c'est sûr que quand on débute une dopa, il faut faire d'emblée une forme classique. Il ne faut pas utiliser une forme à libération prolongée. Ça ne va pas retarder l'apparition de fluctuations et de dyskinésie. Ça ne va pas permettre une meilleure stabilité des symptômes. Et d'ailleurs, il faut parfois utiliser des doses plus fortes parce que ça a une biodisponibilité moindre. Bonsoir Luc, donc c'est Smaïl Daoudi de Tizi Ouzou. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, plaisir de vous voir. Donc moi je voudrais revenir un peu sur, au fait, je pense que l'intérêt de la présentation, c'est surtout les problématiques qu'on vit en consultation par rapport au diagnostic différentiel. Ouais. D'autant plus que tu as très bien parlé des signes non moteurs, notamment les troubles du comportement sommeil paradoxal, l'hyposmie, etc. Donc ma première question concernera d'abord sur le plan épidémiologique les facteurs de risque et les facteurs de protection. C'est-à-dire l'intérêt, ou est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on dit que le tabac et la colite ulcéreuse sont des facteurs protecteurs contre la maladie de Parkinson? Et je pense que tu es plus au courant que nous par rapport au papier récent qui parle du risque très faible de maladie de Parkinson chez les patients victimes d'infarctus du myocarde. Ça, c'est la première question, si tu notes. Deuxième question, c'est par rapport au test neuropsy dans le cadre du diagnostic différentiel entre la maladie de Parkinson et les autres pathologies, et entre autres la démence accord de Lévy. Et la troisième question concerne la démence accord de Lévy. Que penses-tu des critères électroencéphalographiques, à savoir les fameuses pointantes longtemps en région postérieure et de la l'atrophie insulaire? Et pour finir, pour les syndromes parkinsoniens, je ne sais pas si tu as vu ou tu as eu à avoir des tableaux PSP-like avec des anticorps anti-IGLon5 positifs. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, pour le tabac, effectivement, bon, ce n'est pas encore complètement résolu, mais c'est vrai qu'on pense que le tabac, ça protège, parce que dans notre expérience, quand vous suivez des Parkinsoniens, ils sont rarement fumeurs. Hein, et donc, alors il y en a parfois, mais ce n'est pas très fréquent. Donc, de là à penser que ce soit quelque chose qui puisse protéger de la maladie, que c'est un effet thérapeutique,
ça a été évoqué, un effet enzymatique type MAOB, ça a été évoqué. On a pensé aussi que les parkinsoniens, qui ne sont la plupart du temps pas fumeurs, c'est peut-être aussi le reflet d'une personnalité prémorbide. Et donc, toujours cette phase peut-être prodromale, c'est-à-dire un comportement, ce n'est pas des sujets qui vont prendre des risques, je ne parle pas bien sûr des TCI induits par les agonistes, parce que là, pour le coup, ils prennent parfois des risques, et donc un comportement qui est une sorte de personnalité préexistante qui a changé, qui fait que ce ne sont pas des patients qui vont abuser du tabac. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas abouti. Alors, donc, c'est marqué dans les facteurs de risque, enfin, ou de protection, le tabac, mais ça n'a pas abouti à des conséquences thérapeutiques, notamment la nicotine. Les essais sur la nicotine, il y a eu des hauts et des bas dans les résultats, mais ce n'est pas du tout reconnu et ce n'est pas validé. Et donc, ça ne peut pas être une approche thérapeutique. Concernant la question sur les corps de Lévy, alors il y avait deux questions. Il y avait l'EEG et le deuxième. L'atrophie insulaire à l'IRM. Oui. Alors effectivement, je ne crois pas que l'atrophie ne fait pas partie des critères diagnostiques de la démence à corps de Lévy. Mais par contre, les anomalies EEG, effectivement, ça peut être un élément supplémentaire. Ça a souvent été dit il y a très longtemps d'ailleurs, que l'EEG perturbé précocement, ou la quantification de l'EEG, ou la présence d'ondes lentes, ce n'est pas quelque chose qui est très, très nouveau. Je me souviens de neurologues libéraux, moi, quand j'étais jeune neurologue, et qui disaient, moi, je fais un EEG à mes parkinsoniens. Alors, on dit, pourquoi, ce n'est pas des épileptiques, pourquoi surveiller l'EEG? Et qui mettaient en évidence des anomalies précoces et des anomalies lentes, et qui disaient que c'était corrélé à l'apparition plus précoce d'une démence. Donc, finalement, effectivement, ça reste un examen potentiellement intéressant à effectuer si on a l'EEG facile, pour apporter peut-être un élément supplémentaire d'identification. La question du milieu, c'était laquelle? Parce que tu en as posé beaucoup. Les tests neuropsy. Alors, les tests neuropsy. Alors ça, je pense que les tests neuropsy, c'est peut-être ce qui est le plus important. Si on peut avoir une neuropsychologue qui connaît bien la maladie, c'est de faire une évaluation cognitive. Parce que finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des évaluations motrices. On peut faire l'évaluation d'un certain nombre de symptômes non moteurs simplement à l'interrogatoire. Puis après, il y a le comportement, on peut le faire, l'anxiété, la dépression, l'apathie, chercher des hallucinations, chercher des cauchemars. Il peut y avoir la polysomnographie. Mais la cognition, c'est difficile. Alors bien sûr, on peut faire un MMS, une MoCA. Déjà, la MoCA, c'est un test intéressant, mais je pense qu'avoir une évaluation plus poussée des fonctions cognitives, même assez précocement, chez un parkinsonien, et si la neuropsychologue peut faire l'analyse à la fois neuropsycho et aussi comportementale, eh bien là, vous avez une quantification, une évaluation complète de votre patient, tout ce qui est versant moteur, qu'on connaît bien, avec les échelles classiques, tout ce qui est non moteur, mais facile d'identification à l'interrogatoire, et puis tout ce qui est comportemental et surtout cognitif. Et ça a tout de même une valeur aussi pronostique un petit peu, parce que c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en suivant un certain nombre de patients, que certains vont avoir des troubles cognitifs finalement plus précoces que d'autres, ce qui ne remet pas en cause le diagnostic, mais ce qui met en avant d'autres formes de maladies qui ont un moins bon pronostic et qui évoluent plus rapidement vers la démence. Et ça permettra aussi, si par exemple on veut retenir un jour l'indication d'une stimulation cérébrale profonde, on fait toujours des tests cognitifs assez poussés, puis des fois on voit des anomalies, puis on dit oui, mais le problème c'est quand ça, et on n'a pas le profil évolutif. On connaît le profil évolutif des troubles moteurs, mais on ne connaît pas le profil évolutif des troubles cognitifs. Et donc, il faut aussi faire cette identification des troubles cognitifs et de leur profil évolutif. Donc, dans les hôpitaux ou en milieu libéral, si vous pouvez partager l'action ou la collaboration d'une neuropsychologue, je dis d'une parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes, c'est vraiment très, très utile. Nous, on le fait depuis un certain nombre d'années, et il y a une vingtaine d'années, on ne le faisait pas. Maintenant, on le fait de façon plus systématique. Alors, ce n'est pas toujours évident à faire passer auprès des patients au stade des novos. L'évaluation motrice, ça va, mais quand on leur dit on va vous faire passer des tests, etc., ça peut parfois être un peu mal vécu. Ok. Si tu permets, quand j'ai parlé de facteurs vasculaires par rapport à l'IDM et par rapport au tabac, en fait, je ne sais pas si ça pourrait renvoyer à l'implication du rôle des statines par rapport aux antidopaminergiques. Oui.
C'est pour ça que, moi, en fait, je voulais savoir quel était ton avis aussi par rapport à ça chez les patients qui sont sous statine et qui s'aggravent ou à la limite qui ont une diminution de l'efficacité des thérapeutiques. Ouais, alors oui, effectivement, ça a été mis en avant, mais j'avoue que, bon, comme c'est assez récent, j'ai pas, alors que par contre, la prescription de statine est tout de même très, très fréquente, donc j'ai pas vraiment d'expérience encore et de recul par rapport à cet aspect-là. Et par rapport au PSP-là qui est anti-Gilon 5, tu n'as pas eu de cas? J'ai pas eu de cas, non. Non, j'ai pas eu de cas. Merci beaucoup, Luc. Merci pour toutes vos questions passionnantes et qui montrent que c'est une maladie passionnante, qui a une très grande diversité. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de progrès dans pas mal de domaines, dans le suivi et dans la thérapeutique pour ces patients. Il faudra, professeur, revenir pour les questions récentes. Hein. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette belle session dédiée à la maladie de Parkinson. Merci, professeur Defebvre. Merci à tous mes amis neurologues ici présents. Voilà, je vous invite à dîner dans la grande salle, là où il y a eu le lancement de l'application, donc la salle Univers, pour un dîner gala. C'est dommage que vous ne soyez pas avec nous, mais cela ne nous empêche pas de vous envoyer nos amitiés et bon appétit. Et à très également, merci à tous pour l'organisation, pour vos questions et j'espère la prochaine fois le plaisir d'être parmi vous en Algérie. Merci Merci beaucoup Bonne pour soirée. votre confiance. Au revoir. Merci, au revoir.